Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. On est revenu chez nous après la spéciale hier, Salon du chocolat. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Voici un nouveau numéro de la quotidienne dans laquelle on va vous parler d'étudiants, de contrôle technique, de détachants et de raclette. C'est formidable. Voici le menu en détail. On va commencer avec l'aide à domicile et direction Albi. Aujourd'hui, on va conseiller Nathalie. Elle vit seule dans une grande maison et voudrait tenter la coloc avec un étudiant, mais ne sait pas vraiment comment s'y prendre. On va donc l'aider. Allez, on vient chez vous donner des conseils, aussi l'aide à domicile. Et on va rencontrer aujourd'hui Nathalie. Elle habite une grande maison, un petit peu trop grande pour elle, qui est toute seule maintenant. Elle voudrait partager son logement avec un étudiant en échange d'un petit dédommagement, mais elle ne veut pas se retrouver évidemment avec quelqu'un d'insupportable. Du coup, comment s'y prendre? Quelles sont les règles à respecter pour ce type de colocation? Pour le savoir, Léa Bénet l'a rencontrée à Albi, dans le Tarn. Nathalie vit à Albi dans le Tarn. Propriétaire d'une grande maison où elle est seule, elle voudrait accueillir un étudiant en colocation. Voilà donc la chambre dédiée à la personne hébergée qui est entièrement équipée avec la télévision, la radio. Donc là vous avez la commode qui sera intégralement pour la personne hébergée. Bon, pour le moment évidemment il y a encore quelques affaires à moi, mais tout sera absolument libre pour la personne qui sera accueillie. Pour recevoir son futur colocataire, Nathalie a donc tout prévu. Sa démarche n'est pas spécialement motivée par l'argent. D'expérience, je sais qu'il est difficile de trouver à se loger quand on arrive dans une ville sur une courte ou moyenne période, en fait, parce qu'il est quand même trop longue pour aller à l'hôtel, mais pas assez longue pour enclencher une procédure de location ordinaire. Elle voudrait cohabiter avec quelqu'un de plus jeune et le choc des générations ne lui fait pas peur. Ça m'inquiète absolument pas d'avoir un étudiant qui aura notre rythme de vie que le mien. Parce que déjà d'une part, je n'ai pas forcément moi-même un rythme de vie régulier. Et ensuite, je m'adapte très bien, donc ça ne me pose absolument aucun problème. Cependant, elle n'est pas prête à s'engager sur le long terme. L'idéal pour moi serait un mois, quoi, en fait. Et enfin, un mois renouvelable, mais avec d'autres personnes. Au cas où ça ne se passe pas bien, autant de son côté que du mien. En fait, un mois, je sais que d'une façon ou d'une autre, on arrivera à le tenir. Alors que si on est engagé plus longtemps, ça peut être délicat, et pour la personne, et pour moi encore aussi. Pour trouver le candidat idéal, Nathalie a entendu parler de l'association Logement Entraide Génération qui met en contact des seniors de plus de 45 ans et des jeunes qui cherchent un logement. Elle s'interroge sur les modalités. Elisabeth Boularan est la directrice de l'association. Elle vient répondre aux questions de Nathalie. Sachez que les droits et les devoirs de chacun sont clairement établis avant le début de la colocation. L'association propose 3 formules. Une formule gratuite, le jeune s'investit énormément au niveau du temps de présence. La deuxième formule, c'est le jeune s'investit un petit peu moins au niveau du temps de présence. Par contre, il vous verse 50 € de participation aux charges. Et la troisième formule, c'est celle qui amène aussi un petit complément de revenu à l'hébergeur. Le jeune est moins investi au niveau du temps de présence. Par contre, il va vous verser une participation aux charges qui va être égale à 150 €. Je vous ai amené, je vous ai fait un petit dossier pour que vous le conserviez et que vous le regardiez tranquillement quand je serai... Selon vos critères, garçon ou fille, fumeur ou non, l'association vous propose plusieurs candidats. On essaie justement de cerner la personnalité de chacun et puis vraiment ce qu'il veut. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas fumeuse, vous n'avez pas forcément envie d'avoir quelqu'un qui fume chez vous. Non, c'est clair. Voilà. Ça, c'était... En cas de problème entre colocataires, l'association joue les médiateurs. Mais si rien n'y fait, le contrat peut être rompu. Que soit c'est une faute très grave, et à ce moment-là, le jeune est mis en demeure, et au bout de 7 jours, il est obligé de quitter le logement. Si c'est vraiment une différence d'incompatibilité d'humeur, et que vraiment on se soit trompé, et que ça ne fonctionne pas du tout, à ce moment-là, il y a un mois de préavis qui est donné par l'hébergeur ou par l'hébergé. J'ai quand même certaines questions précises à vous poser, oui. Notamment au niveau assurance. Simplement signaler à votre assurance que vous hébergez quelqu'un. Vous nous donnerez une attestation d'assurance qui prouve bien que vous avez averti votre assurance. Et on demande aux jeunes que vous allez héberger, on lui demande une responsabilité civile, au cas où quelque chose serait cassé dans l'appartement. Enfin, au niveau fiscal, Nathalie n'aurait rien à déclarer en plus. Le senior n'a pas besoin de faire la démarche de déclarer aux impôts, puisque déjà on est dans la participation aux charges, on n'est pas dans un loyer. En résumé, vous pouvez choisir parmi plusieurs formules et candidats. Un contrat est établi avant le début de la colocation. En cas de litige, il est possible de mettre fin rapidement à votre cohabitation.
Juridiquement, la somme versée par le locataire est une participation aux charges et non un loyer. Vous n'avez donc rien à déclarer aux impôts. Valérie, ça vous dirait d'héberger un petit jeune chez vous? Non. J'en héberge déjà 3, donc non, c'est bon, ça affiche complet chez moi. Non, mais ça se fait beaucoup, c'est vrai, je sais pourquoi tu dis ça, parce que moi j'en ai un qui est arrivé à l'âge de la pré-bac, et c'est vrai qu'on s'était un peu renseigné, ça se fait beaucoup à proximité des prépas, des grandes écoles, parce que tout simplement, ils viennent de toute la France, les jeunes, et ils n'étudient plus, contrairement au lycée, à proximité de leur lieu d'habitation. Mais ça se passe généralement super bien, pourquoi? Parce que tout le monde y trouve son compte. Le jeune n'a pas envie de faire des bêtises, parce qu'il est trop content, c'est sa première indépendance de quitter le nid et les parents et de se retrouver à proximité de son lieu d'études, donc il n'a pas du tout envie que ça se passe mal. Oh ben non, il ne peut pas faire de bêtises, à 20 ans, et il ne peut puis, pas faire non, conneries. il n'est pas dans un clapier, oui, mais qu'est-ce qu'on appelle une bêtise? Voilà, on sait bien, ce sont des jeunes de 20 ans, mais il y a bêtises et bêtises. Il ne mettra pas le feu, quoi, tu veux dire. Voilà, c'est ça, et il est généralement... C'est ça, et puis c'est plus agréable que de se retrouver dans un clapier. Enfin, oui, et c'est souvent même parce qu'on imagine toujours qu'ils n'ont qu'un rêve, c'est de partir tout seul dans un appartement, c'est pas vrai, parce que quand on vient d'avoir le bac, qu'on sort du lycée, qu'on sort de chez papa, maman, se retrouver à l'autre bout de la France d'un seul coup, tout seul le soir à étudier dans un appartement, franchement... Là, c'est pas la même chose que d'être avec un copain, quoi. Parce que mais... souvent d'ailleurs, une des règles, c'est que vous n'avez pas le droit d'inviter des gens chez vous. Hein. Oui, mais souvent, c'est dans même un du sexe lieu... opposé. Dans le périmètre géographique, il y en a plusieurs, donc ils se retrouvent quand même entre eux. Et puis il y a les parents quand même derrière qui, malheureusement, souvent sont obligés de financer. Et il y a quand même l'épée de Damoclès de la manière dont ça va se passer, parce qu'il y a les parents derrière quand même à distance. Bien sûr. Gérard, généralement, ça se passe bien. Mais enfin, si jamais ça se passe mal et que l'étudiant ne veut pas partir, on fait comment? Théoriquement, tout est prévu dans le contrat. Si ça se passe mal, si la personne qui est le propriétaire ou le locataire principal du logement n'en veut plus parce qu'il ne respecte pas les règles, on peut y mettre fin, il doit partir. Comme le dit Valérie, dans 99% des cas, ça se passe bien. Oui, c'est Valérie, je suis sûr. Mais le problème, c'est pas pour le cas où ça se passe mal, il doit partir. C'est pour le cas où ça se passe mal et où il ne veut pas partir. Parce que c'est un peu Tanguy qui est chez ses parents. C'est pas de la sous-location. C'est pas de la location, c'est même pas de la colocation. Juridiquement, le mot est mal utilisé parce que colocation, c'est deux personnes qui disent à un propriétaire, on va louer ensemble. Et donc, il est juridiquement occupant. Non pas occupant sans droit, mais occupant. Ce qui veut dire que le jour où il dit, moi je vous enquiquine, je fais ce que je veux, je reçois des copains et je reste ici toute l'année parce que j'ai pas terminé mes études, c'est compliqué de mettre dehors. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas seulement des critères, on veut un garçon, une fille qui ne fume pas, etc. Il faut le rencontrer avant de signer. La personnalité, c'est l'essentiel, sinon quasiment ça sera impossible de le mettre dehors avant la fin de l'année, parce qu'il va aller devant le tribunal en disant mais il faut que je termine mes études. Le président dira c'est pas 3 mois près. Et vous serez coincé. Et pour l'argent, ça se passe comment, Fabien? Parce que là, on a vu que c'était pas la peine de déclarer parce que c'est des petits revenus. Mais si jamais on perçoit un vrai loyer... Là, c'est une aide au paiement des charges, donc effectivement. Alors, mais ça va jusqu'où l'aide au paiement des charges? Est-ce qu'on peut dire il y a 1000 € de charges, par exemple? Mais t'as vu ça où, 1000 € de charges dans une pièce? Oui, voilà. Non, généralement, non. Quand il y a une vraie participation locative, c'est-à-dire un loyer, pour le coup, on change de statut. Là, cette fois, c'est déclarable aux impôts. Et il y a des impôts à payer, avec un avantage tout de même, c'est qu'il y a un gros abattement, dans ce cas de figure-là, pour l'hébergement d'une partie de sa maison, de son logement. On a un abattement de 50% au lieu de 30% avant que ça soit réintroduit dans le revenu imposable. Mais il y a des exonérations tout de même quand on ne dépasse pas certaines limites. Les exonérations pour 2014, on ne les connaît pas encore pour 2015, c'est 15 € par mètre carré par mois. Pour une pièce de 20 mètres carrés, ça fait 300 €. On ne déclare rien, on ne paie rien sous ce seuil-là. Et en province, ça descend. Ça, c'est l'Île-de-France, 15 €. Et en province, c'est 11 €. Je vous laisse faire le calcul, c'est trop compliqué pour moi. Mais ça fait... Non, 20 mètres carrés, ça fait 220 €. Voilà. En deçà de ce seuil, pour une pièce de 20 mètres carrés, on ne paiera donc rien. Et au-dessus, on paie dans l'impôt sur le revenu. Très bien. C'est simple, c'est clair, c'est net. C'était très clair. C'est précis. C'est rare que tu sois aussi clair. Non, mais je progresse. Admiratif. Ah, mais oui. Incroyable, j'ai compris. Une courbe de progression incroyable. Faut que je vérifie les chiffres, en revanche. Voilà, c'est ça, Ça vient de sortir, 2014, c'est sorti il y a 9-10 mois, là. Alors, si vous voulez encourager Fabien et lui soumettre des cols, comme ça, et lui faire progresser, voilà, vous nous envoyez un petit message sur aideadomicile@laquotidienne.net et on enverra une équipe chez vous et Fabien en plateau pour compléter, ce sera formidable.